C'est parti, ça enregistre. Eh ben, bonjour Antoine. Je suis, euh, Bonjour. je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Spécial Ultra Ariège, mais du coup, je viens d'avoir l'idée il y a pas si longtemps que ça que j'appellerai ma chaîne de podcast Ultra Stronger, ou Strong, je sais pas encore. Mais du coup, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast, justement pour, on va dire, pour contempler l'Ultra, donc notamment l'Ultra Ariège, qui justement, je vais participer à cet Ultra Ariège, le 170 km. Donc toi, tu as fini premier l'année dernière, apparemment, et j'aimerais que tu me parles un peu de cette expérience que tu as fait durant 30 heures. Donc voilà, donc j'aimerais, pour cela, comment as-tu découvert ce monde de l'Ultra Trail, Antoine? Merci de m'accueillir déjà. Le monde de l'ultra trail, je suis venu progressivement, puisque ça fait maintenant 12 ans que je cours, depuis 2013, et je suis venu un petit peu à la course à pied avant l'ultra par, euh, par force, si je puis dire, puisque je faisais pas du tout de course à pied à l'époque. Je faisais du ski freestyle, et j'ai eu un accident qui arrive pour les sportifs, et je me suis fait les ligaments croisés. Donc, il a fallu suivre, faire une opération, suivre un protocole classique de rééducation où, après le vélo, on passe sur de la course à pied. Et comme mon but c'était de revenir sur les skis aussi bien que possible la saison d'après, je me suis contraint un petit peu. Donc je suis parti par des petits footings, et je vais résumer, mais c'est parti par des petits footings. Et après, il y a une belle course qui est assez ancienne maintenant, à côté de chez moi, là, le Trail des Citadelles, que j'étais allé voir. Le trail à l'époque, c'était pas ce que c'est maintenant. Il y avait beaucoup moins de participants, c'était pas aussi répandu. Il n'y avait pas non plus autant de jeunes que maintenant. À l'époque, j'avais tout juste 18 ans. Il n'y avait pas autant de personnes qui couraient, mais je m'étais dit, ça a l'air pas mal maintenant que je me suis mis à courir pour la rééducation sur la route, et pourquoi pas faire un petit peu des courses nature, une ou deux dans l'été, pour faire la rééducation et mettre toutes les chances de son côté pour la saison d'hiver suivante. Et voilà, j'ai participé à des petites courses. Je me souviens, c'était une course de 15 km avec 700 dénivelés Il y a à 12 ans. l'époque. Ouais, même c'était 2012 pour le coup. J'ai dit 2013 tout à l'heure, mais c'était 2012, printemps, été 2012, avec un 27 en suivant. Je me souviens, j'avais fait trois courses la première saison, 12, 20, 15, 27 et 18 km. Donc voilà, et après, c'était à l'époque où c'était l'année de mon bac, puisque l'opération, je m'étais fait opérer quand j'étais en première, du coup. Et après le bac, le choix des études, j'avais décidé de partir faire des études dans le sport. Je suis parti du côté de Font-Romeu, pour aller en STAPS. Et c'est à ce moment-là où je suis passé après, enfin, on ne compare pas du tout à ça, mais à lui. Mais c'était juste, j'ai croisé Kylian qui avait fait ses études là-bas. Et c'est Incroyable. là-bas, à Font-Romeu, en fait, où l'explosion du trail a eu lieu, et où le développement à la fac de cette activité-là a aussi pris forme. Et voilà, en fait, j'ai pris goût là-bas. J'ai continué progressivement les études dans le sport. Du coup, tu as pris Euh, spécialité trail? Il y avait à l'époque? non, non, il n'y avait pas de spécialité trail, mais le trail était un sport comme tous les autres possibles dans la pratique d'activité à la fois pratique et théorique. Mais non, non, il n'y avait pas de spécialité trail. Par contre, c'est arrivé un petit peu plus tard, parce que de mémoire, c'était quand j'ai fait ma troisième année. Euh, J'étais sur la première promo, j'avais passé en complément un diplôme universitaire sur la première promo qui a eu là-haut. Le diplôme universitaire, je ne sais plus exactement le nom, mais c'était encadrement, optimisation de la performance en trail running. Euh,
Voilà un petit peu l'idée. Après, ben, T'as plongé dedans. j'ai mordu, j'ai continué en y allant progressivement, hein. Je suis pas allé sur l'ultra de suite. Mon premier format 80, c'était après 3 ans de pratique de mémoire. Le premier au-dessus de 100, c'était au bout de 4 ans. Mon premier 100 miles, c'était le 100 miles Sud de France en 2017. Donc j'avais déjà, mine de rien, 6-7 ans de pratique. Et maintenant, pour le coup, depuis 2017, je préfère les formats ultra, format 100 miles, au-delà de 130, 150 km, voire plus, 170, comme l'ultra-Riège. Voilà, c'est ce qui m'intéresse par rapport à la découverte de soi, mais par rapport à tous les à côté, la performance dans son ensemble, l'introspection aussi, mais la performance dans son ensemble, et j'aime bien optimiser tous les facteurs de la performance qui sont intéressants en trail et en ultra, à la fois ben, la préparation logistique, matérielle, des ravitaillements, de l'assistance. C'est des choses qui m'animent et ce à quoi je prends vraiment du plaisir, voire autant qu'aller faire une séance d'entraînement. Mais j'imagine, après autant d'expérience, après 12 ans d'expérience, donc tu as vu aussi les outils technologiques évoluer, donc tu as aussi dû te changer aussi, évoluer par la même occasion. Du coup, avec les outils qui sont arrivés de tous les jours finalement. Ouais, les outils, oui, par rapport à l'entraînement, mais c'est surtout l'évolution et la démocratisation de cette pratique-là. Je l'ai dit tout à l'heure, mais enfin, je me souviens des remarques que j'ai eues en 2014-2015 quand j'ai voulu me lancer sur un 40 km, où on me disait non, mais t'es trop jeune, t'as tout juste 20 ans, 40 km c'est énorme. Euh, on était quelques-uns maintenant à Des 20 ans. Aujourd'hui, un 40 km, c'est la petite distance et enfin, c'est perçu comme ça, hein, mais à tort, à mon sens, parce que la démocratisation de cette pratique-là, elle engendre parfois et peut engendrer des effets néfastes. Et les gens, à mon sens, là, c'est plus l'aspect sportif qui parle, hein, l'aspect professionnel, pardon, et pas le sportif, mais puisque je ne l'ai pas dit, mais maintenant je fais de l'accompagnement, du suivi, de la préparation physique et de l'accompagnement nutritionnel avec ma femme qui est pharmacienne et qui se spécialise en nutrition. Mais voilà, il y a, à mon sens, des étapes qui sont sautées, malheureusement pour certains, par rapport à, voilà, à l'évolution de cette pratique-là, euh, qui peut, voilà, c'est un petit peu le point noir à mon sens de cette évolution-là, mais après, il y a l'évolution de la discipline dans son sens large, hein, l'entraînement, l'évolution du niveau aussi, qui a pris un gros boom. Devant, ça va de plus en plus vite par rapport à l'évolution technologique, par rapport à l'évolution du matériel, par rapport à l'évolution et au retour de l'entraînement, de la nutrition, de tous ces aspects-là. Mais à l'inverse, pour ben, contrebalancer ce que je dis là et ce que je viens de dire, ben, l'arrière du peloton, le niveau, à mon sens, a diminué par rapport à il y a 5-6 ans sur l'arrière du peloton par rapport à l'effet de masse et à des gens qui arrivent sur la discipline pas forcément préparés et qui sautent étapes. ces paliers, cette spécificité dans les distances. Ah, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, du coup, je suis pas le. Je pense que tu me taperais des doigts, mais tu vois, j'ai fait un ultra trail avec que 6 mois de préparation en partant de zéro. J'ai fait 100 km, tu vois. Donc, bah, après, bien sûr, j'ai quand même un sacré vécu sportif, tu vois. J'ai fait 15 ans de rugby. Du coup, j'ai fait STAPS aussi également, comme toi. Mais j'ai pris spécialité haltérophilie, musculation. Donc je faisais de l'haltérophilie et après ma dernière année de STAPS, j'ai intégré le parcours force. C'est un peu l'élite de STAPS à Montpellier du coup. Et du coup on avait plusieurs tests d'effort et c'est là où bah, du coup ça n'a rien à voir avec l'ultra, tu vois, mais c'est là où ça m'a donné, c'est là où ça m'a fait le déclic que je me suis dit putain j'ai un truc en moi. On a fait un test de demi Cooper. Et j'ai fini premier de ma promo, tu vois. Alors que je courais, ça faisait 3 ans que je courais plus, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, il y a un truc en moi, j'y vais, tu vois.
Après, tu l'as dit, effectivement, on est tous individuels et il y a plein de paramètres à en prendre en compte, hein. Le passif sportif, c'est certain. Ah oui. Euh, le passif sportif, l'humain dans son sens large, les contraintes personnelles, professionnelles, les Bon. moyens qu'on se donne pour arriver à réaliser cet objectif. Ça, c'est certain. Euh, tout, tout, toute personne est individuelle et je ne me permettrai pas de juger telle ou telle personne. Je donne des conseils par rapport à mon vécu, mon expérience C'est et, sûr. ce que je juge nécessaire ou pas de faire et de néfaste en fonction de telle ou telle personne quand j'ai des personnes qui viennent me solliciter de par mon activité professionnelle. Mais voilà, ça c'est plus un regard sur l'évolution. Après, je dis pas que l'ultra, il faut pas y aller si on en a envie. Mais de l'autre côté, l'ultra n'est pas une fin en soi. Ça, c'est ce que je dis aussi. Et il faut l'avoir en tête et l'avoir en vie. Il faut pas. Et c'est, je pense, aussi une des raisons pour laquelle certains se cassent les dents par rapport à l'effet de mode, c'est que certains vont sur des longues distances alors que de façon profonde, ils n'en ont pas forcément l'envie. Ils le font parce que voilà, c'est un peu T'es un influencé. effet de mode, alors que Ouais. voilà, alors qu'ils se feraient tout autant plaisir sur des formats qui leur conviennent bien et qui sont tout autant, enfin, qui sont aussi ultra, parce que l'ultra, pour moi, la réflexion et la barrière de l'ultra, pour quelqu'un, elle peut être au-delà de 100 km, pour une autre au-delà de 150, et pour quelqu'un au-delà de 40 km, ça peut être un ultra. Parce qu'il y a la distance, mais il y a aussi le temps d'effort, il y a aussi la difficulté, il y a aussi le rapport temps d'effort par rapport au temps d'entraînement qu'on peut s'accorder, qu'on a le temps de faire dans un cadre de vie professionnel et familial. Donc voilà, c'est un ensemble à prendre en compte et on est tous individuels par rapport à ça. Je te rejoins dessus sur la question d'individualité. En fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte pour que l'humain puisse accomplir son objectif. Tu vois, donc, et toujours avec cette notion de progressivité. Mais du coup, pour moi, du coup, dans ma quête de l'ultra que j'avais fait de 0 à 100 km, j'ai une vision assez minimaliste des choses. Je suis un peu un Cro-Magnon, on va dire. Et j'avais acheté des sandales minimalistes. Ça s'appelle Earth Runner. Et du coup, pour renforcer au plus mes tendons, mon muscle, enfin ma capacité musculo-tendineuse et ma voûte plantaire, bah, du coup, je courais que en sandales, tu vois, sur du 0 à 20 km, tu vois. Et je m'entraînais que comme ça. Et je faisais très peu de long. Mais après, j'avais tellement une foi, une conviction. Il y avait beaucoup de prépa mentale. Tu vois, le dépassement de soi, j'adore, tu vois. Et donc, j'ai fait pas mal de bains froids, tu vois. C'était une forme de méditation, justement, qui me permettait d'augmenter ma conviction en cet accomplissement du 100 km, qui était un truc de dingue pour moi, tu vois. Et c'est comme ça que ça a pu se faire. J'ai fait, en fait, en quelque sorte, la loi de Pareto, 20% des efforts font 80% des résultats, tu vois. Mais ça n'a pas été des minces faciles, mais voilà, quand on croit en soi, en ses capacités, ben, le corps il est capable de réaliser de grandes choses. Mais voilà, encore moi, j'avais un certain passé sportif et aussi j'ai testé pas mal de choses sur mon corps, notamment les bains froids qui me permettaient de faire une méditation profonde et justement entraîner ma confiance et ma conviction vers cet entrain de l'ultra. Tu vois. Donc voici pour la petite histoire, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, il y a plein de facteurs à prendre en compte et chaque individu est différent, donc ça dépend de chacun finalement. Ce que j'ai fait pour moi ne peut peut-être pas correspondre pour toi ou pour quelqu'un d'autre, tu vois. C'est la Non, notion non, de mais ça bien sûr. situation, tu vois. Mais, euh, mais voilà, mais du coup, c'est hyper intéressant. J'adore les échanges déjà. C'est génial. Et du coup, pourquoi t'en es venu à faire autant de compétitions? Je sais que t'as fait l'Ultra Ariège, t'en as fait bien. J'en ai noté plusieurs, mais t'as fait récemment le Tarn Valley, le 153 km, t'as fini premier. Il y a même pas. Il y a 3 semaines, 2 semaines? Même pas, là, ça fait ouais, 15 jours, hein. À 15 jours, ouais, c'est ça. Mais, ouais. T'as fait aussi, juste avant, t'as fait Tenerife.
où justement on t'avait dit que tu avais les ligaments croisés, que ça a été compliqué. Tu as fini aussi troisième à la Pika Pika. Donc tu as un sacré parcours et encore j'en passe, je pense. Je pense que t'as fait d'autres choses hors normes que j'ai pas notées. Ouais, bon, après, les résultats, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais avant tout, C'est enfin, 12 et ans de de plus en travail plus, et finalement. ça le sera de plus en plus, les résultats, c'est pas une fin en soi pour moi. C'est vraiment un objectif, enfin, c'est vraiment la découverte de soi. Pourquoi telle course ou pas telle course? C'est Quoi de pour l'intention plusieurs ouais, raisons. c'est ça, c'est quoi de l'intention derrière chaque course? Ben, ça peut être un objectif ben, de découverte d'un pays, d'un coin, d'un secteur. Pour le coup, Tenerife en est vraiment l'occasion. C'était l'occasion c'était une course au milieu d'une semaine de vacances. Enfin, au début d'une semaine de vacances. Après, on a profité pour récupérer et découvrir. Mais après, ça peut être ben, comme le Tarn Valley, plus par rapport à l'aspect intimiste de l'épreuve que j'avais vraiment adoré, parce que j'avais déjà fait en 2022. Alors que c'est pas forcément un parcours qui me correspond vraiment, mais voilà, c'est vraiment le choix, il se fait par rapport à ouais, une organisation de calendrier, bien sûr, par rapport à un aspect temporel en fonction des contraintes, une organisation de récupération, contraintes perso, boulot, familiale. Mais voilà, de plus en plus, il faut vraiment, je cherche vraiment un leitmotiv dans mes courses, un leitmotiv personnel par rapport à une envie, un choix. Il y a des courses où je reviens, d'autres où je reviens pas forcément. Pas parce qu'elles m'ont pas plu, mais parce que voilà, c'est fait et ça tourne. D'autres, je sais que certaines que j'ai déjà fait, j'y reviendrai. J'ai encore des courses sur lesquelles j'ai envie de participer que j'ai jamais fait encore. Mais voilà, ma pratique évolue aussi. Je sais que je suis un petit peu plus tourné maintenant sur l'aventure et le partage et pas forcément l'aspect chrono, gros niveau de course, de circuit non plus, bien que j'y participe aussi quand ça s'y prête. Mais c'est vraiment un choix par rapport à tous ces paramètres-là, des courses plutôt intimistes quand j'en ai envie, plutôt compète, enfin, densité quand c'est le cas. Voilà, tu parlais de la Pika Pika, la Pika Pika pour le coup, c'était vraiment une course, la course au niveau national qui me qui fait envie par rapport au gros ratio dénivelé, mais moi j'avais vraiment envie de la faire par rapport au fait que ce soit ben, dans le département où je vis, que ce soit une course un peu mythique. Et voilà, j'avais vraiment envie de la faire et de la réaliser, de bien la préparer, de la réussir avec les capacités que j'avais à l'instant T cette année-là. Euh, de la finir, puisque j'étais aussi sur la première édition en 2018 qui avait été avortée, stoppée à cause de violents orages. Mais voilà, c'est par rapport à toutes ces contraintes-là et choix-là que je fais mes choix de course. Ouais, t'es animé par... Ouais. En fait, c'est de l'aventure, c'est un peu... C'est des formes de vacances finalement, non? C'est ta passion, on peut le dire. Ouais, ouais, il faut que ce soit une forme de passion. Après, tu disais que je faisais beaucoup de courses. Oui et non, parce que là, par exemple, alors, j'ai quelques années d'ultra maintenant. Il y en a qui en font beaucoup plus, d'autres qui en font moins. Et là, j'ai cinq gros dossards dans cette année. Mais ils sont choisis, ils sont réfléchis. C'est tout à fait pertinent à mon sens par rapport à moi, mon niveau de pratique, les objectifs que je me suis fixés par rapport à ces objectifs-là. Mais par contre, je le vois sur du long terme. Mon but, c'est de Perdurer? durer le temps. Je coupe aussi l'hiver. L'hiver, je coupe pratiquement pas parce que je fais un autre sport, je suis militaire de ski l'hiver. Donc, je coupe vraiment. C'est une régénération physique, mentale aussi. C'est ce qui est vachement important pour durer. Voilà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a beaucoup, ils sont à 300% du 1er janvier au 31 décembre. Mais ils sont là depuis 2 ans. Je suis pas sûr qu'ils tiennent ce rythme-là pendant 10 ans ou plus.
Donc voilà, après c'est des choix, je critique pas, hein, c'est juste une question et des objectifs à plus ou moins long terme par rapport à ce qu'on envisage et ce qu'on a envie de faire. Bien sûr. Là, du coup, tu as 5 dossards cette année. Et du coup, là, tu en as réalisé déjà 3 il me semble. Et il t'en reste 2 c'est ça? Ouais, alors je dis 5, ça va être, c'est plus 6, enfin 6, ouais, effectivement, j'avais 5 dossards, donc il y avait Tenerife, le Tarn-Valais. Là, la prochaine course, ça va être début juillet, le Val d'Aran, euh, une course sur les circuits UTMB. Ensuite, je vais faire 15 jours après, je vais refaire, je serai sur l'ultra-riage de nouveau, mais en relais cette fois avec deux copains sur le 170 en relais. On verra en... Euh, Oui, C'était pas prévu au début, mais c'est eux qui m'ont motivé, donc on l'a rajouté. Et après, je vais faire la Swiss Peak en Suisse, un format encore plus ultra et atypique que j'ai bien envie que tu me... format Samal. C'est quoi, c'est sur une Cela, semaine? Non. ben, c'est 380 km et 27 000 de dénivelé. Donc là, c'est un format encore différent parce que c'est la gestion du sommeil qui est une Exactement. contrainte qui, pour moi, sur un format 170, je ne me pose pas la question. Si tu arrives reposé, tu peux avoir des coups de fatigue, mais logiquement, moi, sur des formats comme ça, 27, 30, 30, 30, 31 heures, comme la diagonale, même si tu pars le soir, que tu as deux nuits, il n'y a pas besoin de dormir. Mais là, sur un format à 380 km, il y a la gestion du sommeil à prendre en compte. Et c'est quelque chose une introspection qui est complètement différente. Et comment J'ai tu eu fais cette ça? expérience-là Ah, sur le Tour des Géants en 2022, génial. où j'avais dû arrêter, pas par rapport au sommeil, parce que j'avais attrapé une infection au niveau de la bouche, en fait, une bactérie qui s'est développée, qui j'arrivais plus à m'alimenter. J'avais même à boire, en fait, j'avais une mycose qui s'était développée au niveau du palais, et, donc j'ai dû arrêter à 280 km. Mais c'est déjà sur ce format-là, à 72 heures des courses, j'avais eu des choses à gérer et à découvrir sur soi, sur une introspection que je ne découvre pas sur un format 170 en fait. Oui, c'est Et sûr. après, dernier dossard cette année, ça va être voilà, quelque chose d'atypique qui sort un peu d'un dossard unique. Pareil, c'était quelque chose qui était prévu, pour le coup, que j'avais prévu de faire en 2020, mais qui a été annulé à cause du Covid. C'est une course en étapes, là, pour le coup, qui se déroule au Népal, sur 15 ou 16 étapes, Bon. euh, de, de distance pas forcément très très longue. Je crois que la plus grosse étape, elle fait 45 km. Mais là, c'est l'environnement, le milieu, la haute altitude, puisque Voilà, ouais. on part au minimum à 2800 mètres. On navigue entre 2008 et 4000 la première semaine, et après, on passe 7 ou 8 jours au-dessus de 4000 avec des passages à 5500 mètres d'altitude. Donc voilà, il y a l'aspect course, il y a un dossard, mais là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose à vivre de différent. Le partage avec le peuple là-bas, le partage aussi avec les coureurs, avec Cécile, ma femme, qui sera là aussi. Il y a un dossard, mais l'aspect compétitif, j'en suis certain, va vite être oublié et ça va être un deuxième, voire troisième, voire dixième plan, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses différentes à vivre, à profiter là-bas, quoi. Ah ouais, là, tu vas être épanoui au niveau des... Les yeux vont être pleinement épanouis, finalement, là, avec les Ouais, belles choses ouais, je de pense, montagne, ça ne doute pas. Il y a beaucoup de participants à cette course? Elle est connue ou... Non, non, non. Pardon. Alors, la course, elle est peu connue. Enfin, ça s'appelle le Solukhumbu Trail parce que c'est la vallée du Solukhumbu. Non, il n'y a pas beaucoup de participants, hein, parce que par rapport aux contraintes déjà d'organisation. On est une cinquantaine maximum. Après, il y a un groupe course, coureur d'ossard et un groupe plutôt trek. Mais non, non, c'est vraiment complètement différent d'une course classique pour le coup. Ouais, du coup, ouais, là, c'est une découverte pour toi, ça, là, en quelque Ouais, sorte. ça pour le coup, ouais, j'ai fait quelques courses en étape, mais sur 2, 3 jours. Là, tu vas vraiment Mais sortir de tu ta rentres le zone, soir. là, tu vas sortir de ta zone de confort, parce qu'avec l'altitude, la température, ouais, il y a plusieurs facteurs Ouais, ouais, ben l'altitude, pour le coup, ouais, l'altitude, c'est quelque chose qui
qui est complètement nouveau parce que là, pour le coup, je suis jamais à cette altitude-là. Je suis monté bon, l'altitude dans les Pyrénées ou même dans les Alpes, 3007, 3008, 4000, des fois, voilà, l'hiver en ski, ça se fait. Mais à pied, au-delà de 5000 mètres d'altitude, ouais, c'est un effort qui va être nouveau. Et après, comme tu dis, il y a le froid aussi, il y a le milieu rudimentaire aussi là-bas. Les soirs, il y a des nuits, on est en tente, on est dans les lodges, donc ça va pas être. C'est des paramètres à prendre en compte. Et c'est pas comme une course en étape ici où le soir tu es à l'hôtel. Ah ouais, mais là, ça va être une sacrée expérience. T'as hâte? Ouais, 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 ben, ouais, l'année, ouais, c'est la course T'as qui le fait plus le plus envie? envie par rapport Ouais, c'est sûr. Tu vas être par dépaysé rapport complet, c'est clair. exactement. Et bah, c'est génial. En tout cas, tu as une belle ascension à faire cette année, du coup. Et tu t'arrêtes sur ça? Le trail au Népal? Après, Ouais, ben, oui, oui, parce que c'est une semaine quasiment. Donc, je pense que bah, par rapport à oui, oui. Déjà mentalement, se projeter sur autre chose après, c'est sûr. non. Puis on verra aussi la récup physique, la récup mentale, la récup émotionnelle aussi. Et après derrière, on rentre fin novembre. Donc après, il y a, j'espère rapidement la saison d'hiver qui arrivera et un nouveau cycle qui démarrera. Donc, Génial. Ben, hâte, bah, de toute façon, je te suivrai. Je vais regarder tout ton parcours. Et j'ai hâte de voir cette ascension, du coup. Et du coup, pour en venir à l'Ultra Ariège, du coup, comme tu ouais. sais, du coup, je vais participer à l'Ultra Ariège, le 170 km. Donc, c'est pour ça qu'est venu se créer ce podcast, parce que du coup, je me prépare et du coup, j'ai envie aussi que on me donne certaines astuces, conseils comme toi ou comme d'autres participants de l'année dernière, des années précédentes. Et du coup, c'est le but de ce podcast, c'est vraiment de transmettre, d'inspirer, de donner des astuces à moi, mais comme aux autres, tu vois. Et, euh, et voilà. Et du coup, je voulais savoir comment as-tu géré l'effort physique durant la fatigue pendant 30 heures, pendant cette ultra Ariège, 170 km, 11 000. Comme j'ai dit, c'est déjà, on est tous individuels et pour moi, c'est pas, c'était pas un effort nouveau. 30 heures, ultra rage, ça devait être je pense, 10, 11 ou 12e ultra de ce format-là que je faisais. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. En termes de temps, en termes de distance, en termes de connaissance de moi et de mon effort par rapport à ces formats-là. Ça, c'est la première notion à prendre en compte. Quelqu'un qui, enfin, comme toutes les distances, hein, quelqu'un qui fait son premier ultra, on va pas l'aborder de la même façon que quelqu'un qui fait euh, son 10e. Euh, ça, c'est la première des choses. Ensuite, deuxième point, ben, c'est en Ariège. C'est un coin que, enfin, le parcours, je La le maison. connaissais à 100%, enfin, 100%, euh, pour, pour l'avoir fait, refait, et même au début de l'Ultra Riège en 2010, 2020, je faisais partie de l'organisation. Donc, le parcours, je le connaissais parfaitement. Il avait évolué depuis un petit peu par section, mais c'est des parties que je connaissais sans aucun doute. Ça, c'est la première des choses. J'avais vraiment entière connaissance du parcours, des temps que je pouvais faire sur telle ou telle section. Donc voilà, ça c'était un gros avantage pour moi. Une grosse motivation aussi de réussir. Alors quand je dis réussir, c'est pas en termes de place, c'est de réussir à mettre en place ce que j'avais imaginé et ce que je voulais accomplir d'un point de vue personnel. Euh, d'un point de vue de la gestion de mon effort, d'un point de vue de la gestion de mon alimentation, d'un point de vue de la gestion de mes coups de moins bien, d'un point de vue physique, problème éventuellement musculaires, problèmes digestifs éventuellement aussi, problèmes, voilà, divers problèmes.
par rapport aux conditions climatiques aussi. Enfin, voilà, c'était vraiment arriver à faire une course pleine par rapport à tous ces paramètres-là. Pour moi, réussir une course, c'est avant tout par rapport à des objectifs personnels. Euh, Là, tu avais tout voilà. planifié de A à Z, à telle étape, je dois être à tel temps, ou pas du tout? Oui, ouais, ouais. Bon, alors pour le coup, ça, Ouais. Là, c'était par l'intention, rapport à, c'était. par rapport à l'ultra-riège de l'an dernier, euh, ça s'est pas tenu. Voilà, je suis normalement assez précis sur mes estimatifs. J'arrive à avoir des estimatifs sur des ultras, souvent je suis allez, au grand max dans le quart d'heure près. J'arrive à estimer mon temps arrivé dans le quart d'heure près. Mais là, pour le coup, l'Ultra-Rage 2024, c'était vraiment une journée très particulière par rapport à la météo. Il a faisait très, 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 très chaud, avec un vent chaud et sec, qui fait que ben, j'ai rapidement, enfin même avant le départ, la veille, en regardant les conditions météo, enfin la veille, la semaine avant, mais par rapport à l'estimatif que j'avais en tête, j'ai vite compris qu'il fallait pas, enfin, que je pourrais pas le tenir et qu'il surtout il fallait vite mentalement s'en accrocher au risque d'aller au casse-pipe en fait. Parce que ben, ça, je vais rien apprendre, mais rien t'apprendre et rien apprendre aux personnes qui vont nous écouter. Mais ben, voilà, une grosse condition climatique, grosse chaleur, l'organisme va dépenser plus d'énergie à la thermorégulation, à plein de paramètres. Donc, automatiquement, il va falloir réduire l'intensité. Tout à fait, c'est Et comme. voilà, ça, c'est un paramètre aussi que j'ai réussi à, enfin, que j'ai voulu gérer pendant la course et que j'ai vraiment pris en compte. Et pour le coup, par rapport au déroulé de la course, par rapport à l'évolution des places, c'est quelque chose qui pour moi, fait partie de la réussite et de ma deuxième partie de course dans la nuit, en fait. Ah ouais. Mais, et du coup, tu faisais des micro-siestes ou pas du tout? T'as tout enchaîné? Non, 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 là, ben, comme je disais tout à l'heure, sur un format 30 heures, là, Ultra Rage, tu pars enfin, tu pars, on est pas, le départ il est à 9 heures, moi j'ai mis 30 heures, donc je suis arrivé en début d'après-midi le lendemain. Ça fait une nuit blanche. Si tu arrives reposé, sans dette de sommeil au départ, t'as pas, l'organisme n'a pas besoin de dormir, sur ces durées-là. Les personnes, t'as beau être un bon dormeur, je suis un bon dormeur, un gros dormeur. Euh, j'ai un sommeil récupérateur, mais si tu arrives sans dette de sommeil, un format comme ça, 30 heures, t'as pas besoin de dormir. Donc pour moi, tu penses que c'est pas forcément nécessaire des micro-siestes ou quoi que ce soit? Après, encore une fois, on est tous Vraiment pas. individuels. Moi, Ça je peut pense être au moins 30 heures. nécessaire. Comment? Oui, voilà. Après automatiquement, quand tu rajoutes des heures, c'est autre chose. Mais encore une fois, c'est très individuel par rapport au Ouais. fait que, ben, Ressenti finalement. voilà, Le par feeling, rapport à ouais, l'expérience sur ces formats, la connaissance de soi, bien sûr. ça, c'est vraiment individuel, enfin, comme la nutrition, comme plein de choses, mais on est tous individuels là-dessus. Mais enfin, on a tous fait la fête, on a tous passé, quand on était jeune, on a tous passé Nuit blanche. une nuit à faire la fête et à se coucher. Donc bon, là, il y a l'effort physique aussi, mais si l'effort physique combiné à la nuit blanche, si t'as une bonne gestion de ton effort physique et que tu es dans des bonnes zones d'intensité d'effort, que tu t'alimentes bien, que t'as pas... Voilà, bon, ça fait beaucoup de si, hein, mais c'est ce qui est intéressant dans l'ultra, c'est arriver à gérer tous les si et pour que le tout fasse quelque chose de plutôt adapté, plutôt intéressant, quoi. Ok. Bon, mais je prends note alors. Je vais plus du coup, j'y vais plus avec mon intention, au ressenti finalement. De toute façon, c'est un des plus importants, Ouais, c'est le ressenti finalement. Donc si je vois que j'ai ouais, besoin, ouais. je fais une micro-sieste, 10, 30 minutes, et après, je repars. Mais Ouais, ouais.
Oui, c'est vrai que le corps, de toute façon, quand il a tous ses sens et qu'il a une bouffée d'adrénaline, de la compétition, enfin de cet ultra, surtout que moi, du coup, ça va être un dépassement parce que à partir de 100 km, ça sera 1 kilomètre, ça sera une victoire de plus parce que je serai dans ma zone d'inconfort et j'aurai fait une victoire de plus chaque kilomètre jusqu'au dernier si tout se passe bien. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, t'as respecté un plan d'entraînement ou tu t'es fait coacher ou c'est toi qui te coaches toi-même? Je sais que... Non, ouais, enfin, respecter un plan d'entraînement, oui, mais pas